Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Un rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Bienvenue à tous et à toutes. Le philosophe Platon nous dit ceci: le propre de la sagesse et de la vertu est de gouverner bien, et le propre de l'injustice et de l'ignorance et de gouverner mal. Bonne méditation en cette journée du 29 janvier 2021. Nous sommes vendredi, donc c'est la dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Bienvenue à tous et à toutes. Mon nom est Lukman Sanfo. Au siège ce matin, nous avons uniquement la présence de Geoffroy Var. Bonjour. Bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour également à l'équipe de réalisation de cette émission qui vous permet donc de nous suivre en direct de WattFM et également de Tweet TV. Sans oublier l'équipe du digital qui vous permet également de nous suivre à travers les Facebook Live et également sur nos différentes plateformes digitales, on va dire. Bienvenue à tous et à toutes. Ce matin, on va porter un jugement encore une fois sur l'actualité. D'abord, on est intéressé de parler de ce regard des institutions de contrôle sur la gouvernance au Burkina Faso. La Cour des comptes vient de rendre public son rapport annuel au titre de l'année 2019. Le rapport donc a été remis au président du Faso le 18 janvier 2021 avant d'être présenté à la presse. Elle a fait le constat d'un laisser-aller dans la gestion des deniers publics. On va y porter un jugement puisque après, à la suite aussi de cette institution, il y a eu l'ALCLC qui est l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption qui, à travers son contrôleur général, s'exprimait aussi mardi à l'issue de la présentation des rapports 2018-2019 de son institution au Premier ministre. Et on a relevé une dette intérieure de plus d'1 milliard de francs CFA en 2019. Et donc, ce qui a conduit M. Luc Marius Ibriga à recommander à l'État burkinabé d'appuyer cette dette intérieure au risque de voir des entreprises tomber en faillite. On va y porter un jugement, c'est un intérêt pour nous. Et puis on parlait aussi de la situation en Côte d'Ivoire avec la présence polémique de l'opposant ivoirien Afin Guessan aux obsèques de Jerry Rawlings, inhumé le mercredi dernier au cimetière militaire d'Accra. La Côte d'Ivoire a été représentée par Afin Guessan et Adama Toungara, dépêchés, tenez-vous bien, par le président ivoirien Alassane Ouattara. Ça fait polémique en terre des Bunis. On va y porter un jugement. Et voici donc les deux sujets enrôlés ce matin. Bienvenue à tous et à toutes. Voici la première partie de l'émission Les Avant-Propos. Alors, vous le savez, l'actualité est plurielle, autant de sujets qui sont abordés par les différents journaux au niveau national et international. Les juges aussi ont la possibilité d'avoir un regard sur ces sujets traités de part et d'autre par la presse. Alors, Geoffroy, ce matin, qu'est-ce que vous avez retenu à nous partager en guise d'avant-propos ce matin? Mon avant-propos va concerner un sujet que nous avons abordé hier, concernant la République démocratique du Congo et la dynamique d'affranchissement de Tshisekedi vis-à-vis de Kabila. On est revenu sur le fait que cela avait pris une autre dimension avec le Premier ministre qui s'est fait déposer, notamment par l'Assemblée nationale. Et puis Lunga ne voulait pas démissionner. Il disait même ne même pas reconnaître cette assemblée qui a statué sur son cas. Mais les choses ont un peu évolué puisque en demi-journée d'hier, l'homme s'est dit prêt à présent à démissionner, mais évidemment quand il l'a annoncé, c'était encore en contradiction avec ce que disaient toujours certains de ses proches et donc certaines personnes du camp Kabila. Donc ça commençait à faire un peu cafouillage. Et pour se défendre, certains de son camp disaient toujours que l'homme restait toujours droit dans ses bottes et logique avec lui-même et qu'il ne démissionnerait pas de lui-même. Il attendra la note venue notamment du bureau de l'Assemblée nationale pour donner suite évidemment à ce qui a été décidé. Mais il y a des éléments clés, quoi qu'on dise, qui selon certaines infos ont fait changer la donne au niveau ou fait changer la posture du désormais ex-premier ministre. C'est quand même qu'il y a eu 301 signatures qui ont été collectées pour enclencher le processus de sa mise à l'écart. Et quand vous voyez 301 signatures, vous savez que certaines personnes de votre camp, c'est-à-dire certains de vos députés,
ont dû signer. Donc vous comprenez que le langage que vous dites, le langage que vous tenez quand vous êtes entre vous, peut-être que ça ne tient pas tant que ça. Et puis, ça veut peut-être dire que Kabila ne tient pas forcément tout le monde comme on le pensait. Et puis, il y a aussi que, arrivé le vote, on a même, je pense qu'on allait jusqu'à 360 ou 367. Donc, ça s'est encore accentué. Et je pense que le vin était déjà tiré, restait à le boire. Même si Ilunga a joué un peu le dur, je pense que c'est fini. Il avait 24 heures dans tous les cas pour le faire. Et normalement, il y a des alternatives qui sont possibles encore au président ou au Conseil constitutionnel et pour donner suite à la dynamique qui a été enclenchée par l'Assemblée nationale, même si l'homme continue éventuellement de faire de la résistance. Mais le fait que hier, en mi-journée, il soit enclin à démissionner, je pense que ça encore, c'est une autre victoire pour Tshisekedi, qui dénote que dans le jeu de bras de fer qu'il a enclenché avec Kabila, même ceux qui étaient le symbole du poids qu'a Kabila dans le pouvoir de Tshisekedi, en tombant, je ne dirais pas qu'ils lui font honneur, mais il redonne encore son blason et montre que c'est un Tshisekedi devenu plus fort et fin dans la stratégie. Et Kabila, on attend de savoir comment est-ce qu'il va, parce qu'il ne va pas rester à attendre. Comment est-ce qu'il va réagir? Mais on ne dira pas que les carottes sont cuites, mais il a été vraiment pris de court avec tout ce qui s'est passé. Et lorsque vous êtes fragilisé ainsi et que vous ne pouvez plus compter sur un certain nombre même de députés à l'Assemblée nationale sur certaines questions, on se rend compte que ça veut dire qu'il y a beaucoup de différences entre les personnes que vous aviez à un moment donné et ceux que vous avez maintenant. Et puis, bon, ça n'a pas commencé maintenant, hein. Même au niveau de l'armée, Tshisekedi a été malin, il a fait une vraie valse, il a mis ses gars. Donc du coup, vous savez, il faudrait que vous ayez à proposer des postes, des fonctions, de hautes fonctions à ceux qui sont avec vous pour que vous puissiez continuer de les tenir. Sinon, ça devient très compliqué. Lorsqu'on les valse comme ça, on réduit Kabila à être un vrai opposant. Après 18 ans passé au pouvoir, il devra goûter à ce qu'est une vraie opposition. Parce que même après ces 18 ans, il était un genre de presque président. Donc ça, on va voir ce que ça va donner et comment Kabila pourrait exprimer cette nouvelle posture-là. C'est assez intéressant à regarder quand même. Absolument. Et merci à vous d'avoir porté cela en avant-propos. On l'avait déjà promis aux téléspectateurs, auditeurs, que donc on suivra l'affaire de très près pour vous, pour justement vous tenir informé de cette situation sociopolitique en on va dire, République démocratique du Congo. Alors, parlons maintenant des affaires enrôlées, le regard des institutions de contrôle au niveau du Burkina Faso sur la gouvernance des institutions et également des conduites des affaires, on va dire. On a vu deux rapports qui ont été récemment présentés à la presse burkinabé, puisque ces rapports ont été remis aux autorités compétentes. D'abord, la Cour des comptes qui, dans son rapport de l'année 2019, a relevé en tout cas quelques dysfonctionnements, sinon des insuffisances concernant la gouvernance. On parle d'un laisser-aller dans la gestion même des deniers publics, et notamment des structures clés. On va y porter un jugement dans ces éléments-là. Et puis il y a aussi la SLC de Luc Maris Ubriga qui a aussi présenté un rapport 2018-2019 donc qui parle de la dette intérieure du Burkina Faso qui est très colossale, et il a donc invité l'État à apurer cette dette au risque donc de voir certaines entreprises sombrer, sinon tomber carrément dans la faillite. Quel est le regard qu'on peut y porter sur ces deux sorties-là? Déjà, pour ce qui est de ces institutions même de contrôle au niveau de l'État burkinabé dans notre architecture administrative, comment vous appréciez la performance, le rôle, sinon la perception des citoyens de ces institutions-là? Certains estiment que ce sont des institutions qu'on ne voit ou on entend parler que lorsqu'il y a des remises de rapports. Est-ce que c'est un faux procès? Est-ce que c'est bien un regard assez pertinent? Non, je pense que les choses ont quand même aussi évolué pour ce qui est de ces institutions-là. Quand vous regardez par exemple celle de Ibriga, c'est peu que de dire que l'institution sort et s'explique sur notamment certains points de son rapport ou même certains sujets amenés sur la place publique et voir ce que notamment l'institution fait relativement à cela. Combien de fois on a vu Luc Maris Ubriga sur des plateaux de panel et autres, et même sur des plateaux de télé, à expliquer un certain nombre d'éléments sur lesquels on avait un certain nombre de questions. Donc je pense que là-dessus, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, où on n'est plus dans des postures où il y a des présidents d'institutions qui
qui sont très loin et difficilement accessibles, parce que même la question de la gestion des deniers publics dérange en termes de débat. Lorsque vous dites que vous avez été nommé par quelqu'un, vous êtes venu d'une certaine façon, et que, bon, venir de goût comme ça, critiquer un certain nombre d'éléments, ça m'était un peu mal à l'aise. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans une posture qui est vraiment différente. Et je sais que même relativement à ce rapport encore, nous sommes tous dans les... Et je pense que la plupart des médias, c'est comme ça, on est tous dans les couloirs de ces institutions à demander des interviews, à demander qu'ils viennent sur nos plateaux, et ils sont toujours ouverts à cela. Donc je pense que c'est déjà pour moi, ça dénote de ce qu'on soit dans une posture aussi qui soit aujourd'hui différente. Et puis les rapports, je crois aussi qu'il y a un travail qu'on devrait faire chacun d'entre nous. C'est celui d'aller fouiller dedans et de voir. Parce que si on dit, oui, chaque fois ils donnent des rapports, mais ils donnent des rapports, il y a un travail qui est fait, il y a un relais qui doit être pris. Et puis il y a aussi, parce que quand on parle de deniers publics et de sa gestion, c'est la chose de tout le monde. Il faut aller voir quels sont ceux qui sont les mauvais élèves, quels sont ceux qui sont félicités, là où ça ne va pas, là où il y a d'énormes questions. Vous allez, peut-être qu'on va aller dans le détail après, c'est vrai, mais vous allez voir, il y a des personnels, quelquefois c'est le personnel même d'une société d'État qui voit qu'il y a beaucoup d'irrégularités et qui écrit, qui demande qu'on essaie de voir clair dans un certain nombre d'éléments, parce qu'eux ne comprennent pas ceci, ils se rendent compte que la façon dont certaines choses sont faites aujourd'hui, ça n'a pas l'air de respecter un certain nombre de règles qu'ils connaissent en matière de gestion. Donc, ils se posent des questions. Et après, quand on vient, on fouille, on se rend compte que il y a vraiment des éléments. Même si peut-être toutes les accusations qui sont portées, on n'arrive pas forcément à les prouver, mais on trouve dans une certaine mesure quelques irrégularités qui mettent quand même à mal ceux qui pensent qu'ils peuvent gérer comme ils veulent, quand ils veulent, et sans que personne ne dise mot, comme si c'était l'argent de leur poche. Donc je pense que ça, c'est déjà important. Donc ça participe d'éduquer. Ça participe aussi de renforcer la veille qui devait être celle des citoyens, et puis ça participe de mettre aussi mal à l'aise les personnes qui pensent que, bon, il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui regarde ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que ça, c'est très important. C'est vrai qu'on parle aussi de l'ASLC et de la Cour des comptes qui sont, on le sait, des institutions d'État, mais à côté, il y a comme des rapports alternatifs menés par d'autres structures comme le RENLAC qui aussi produisent des rapports chaque année. Mais quand on fait la comparaison, surtout avec les rapports produits par le RENLAC par exemple, avec ceux des institutions de l'État, on a comme l'impression que chaque année, il y a des dysfonctionnements, il y a des comportements, des attitudes qui reviennent, qui sont relevés chaque année. Et alors quand on lit les autres rapports, notamment des institutions d'État, on a l'impression qu'il y a de l'amélioration, parce qu'on parle aussi de prise en compte des recommandations à un certain taux. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre ces deux types de regards qui mérite quand même qu'on creuse pour savoir véritablement où se trouve le problème en termes de gouvernance au Burkina Faso? Non, je crois aussi que chacun travaille sur une matière qui est d'abord sur une matière et à travers une méthode qui est singulière selon. Parce que quand vous prenez, souvent on se trompe, quand vous prenez le cas du RENLAC par exemple, c'est la perception que les gens ont de la fraude, avec aussi quelques cas où il y a dénonciation et tout. Je pense que lorsque vous prenez par exemple la Cour des comptes, ce n'est pas une question forcément de perception. On va faire des audits. Vous vous rappelez, vous allez voir par exemple le rapport pour cet exercice-là, celui qui a été donné. On dit que il y a eu par exemple le centre hospitalier régional de Koudougou, gestion 2016 à 2018, le conseil régional du centre-est pour la période 2014 à 2017, la commune urbaine de Koupela de 2015 à 2017, la Lonabé de 2014 à 2016 et la chambre de commerce de 2014 à 2016, sur lesquels des audits ont vraiment porté. Donc, ces structures que la Cour des comptes a audité en 2019, parce que le rapport qu'on nous donne maintenant, c'est sur 2019. Donc, la Cour des comptes a audité, que ce soit le centre hospitalier régional de Koudougou, que ce soit la commune urbaine de Koupela. Donc, quand on dit auditer, ce n'est plus une question de perception. On a qualité, on a quitus pour aller fouiller dans vos comptes, d'aller chercher la petite bête. Ce que souvent aussi, peut-être le RENLAC n'a pas même quand il demande. Ça, on a reçu ici Nakanabo qui nous parlait un peu des petits problèmes qu'il y avait. Et je crois que tout cela concourt à un moment donné à se donner une bonne idée de ce qu'est le niveau de gestion de la chose publique que nous avons, du service qui est donné et quelquefois
de sa qualité ou des indélicats qu'il y a à l'interne et qui essaient de, par perte et profit, de se créer une certaine maille. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, je me dis, il faut prendre en compte la spécificité de la démarche de chacun. Le rapport du RENLAC, c'est vrai, il donne des éléments sur des cas patents ou sur lesquels il y a des accusations et tout, mais il y a aussi beaucoup dans la perception. Lorsqu'on a par exemple le rang qui nous est donné chaque année et tout, vous voyez que c'est des enquêtes qui sont à l'endroit d'abord des administrés que nous sommes, qui disent voilà ce qu'ils ont vu, voilà ce qu'ils ont senti, voilà ce dont ils ont été témoins. Alors que quand vous prenez la Cour des comptes par exemple, ils vont auditer. Ça devient un peu différent. Oui, donc, mais la UCLC aussi fonctionne presque pareil. Souvent, c'était sous certaines dénonciations, même par la presse, on va fouiller et puis on trouve des choses. Oui, mais je veux dire que, parce que vous parliez du RENLAC, je veux dire que les deux n'ont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes facilités d'accès à un certain nombre d'éléments de notre administration. Ça aussi, il faut le reconnaître. À la Cour des comptes, la UCLC n'a pas les mêmes barrières que le RENLAC a. Le RENLAC, c'est bien différent. Il faut envoyer des correspondants. Dakanabo nous a dit, si vous envoyez des correspondants, vous demandez même vous demandez des audiences qu'on ne vous accorde pas parce que vous avez appris un certain nombre d'éléments pour lesquels vous voulez que l'incriminé puisse répondre ou bien que cette direction-là puisse vous donner des éléments. Vous ne les avez pas. Maintenant, quand c'est des structures comme ça de l'État qui ont pour rôle de contrôler ce que vous faites, ça devient un peu différent. Et je dis encore, quand on voit le rapport de l'ELAC, c'est beaucoup plus sur les questions de perception. Et ce qui n'enlève rien au travail qui est fait, hein, c'est un travail de qualité, parce que tout ce qu'on fait à la fin, c'est le Burkinabé qui regarde. Il y a la question de la perception, mais ils vont un peu plus loin en nous sortant aussi des cas de dénonciation ou bien des cas sur lesquels il y a des doutes graves. Et ça donne des éléments et des pistes, soit pour la justice, soit pour ceux qui ont qualité ou qui ont beaucoup plus d'aisance à aller fouiller, d'aller le faire. Parce que c'est comme j'ai dit, c'est l'argent de tout le monde, il faut aller regarder. Et je pense que c'est ça la différence. Pour tout concourt à ce qu'il y ait une gestion plus assainie, qu'il y ait, pour ceux qui ont des envies de penser qu'on peut faire des entourloupes, se dire qu'il y a toujours un regard au-dessus et que, attention, il y a tel directeur qui s'est amusé, il s'est fait épingler, son nom est sorti dans un rapport là-bas, et ça, ce n'est pas intéressant. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est de la trace, ça reste. Vous êtes ici, votre nom est cité, on vous enlève là, on vous met dans une autre direction, prochain rapport, monsieur, votre nom est là-bas. Et puis apparemment, vous êtes toujours dans les mêmes pratiques. Ça commence à devenir intéressant. Il y a la question des délais aussi qui est souvent soulevée par certains observateurs qui trouvent que le fait d'avoir un rapport à N+1 ne permet pas véritablement de saisir et d'agir aussi efficacement parce que ça donne souvent le temps aux incriminés soit d'effacer les preuves ou en tout cas de fabriquer des justificatifs. Est-ce que là, effectivement, ce n'est pas l'une des faiblesses majeures à prendre en compte parce qu'on a des institutions qui ont une existence permanente. On ne comprend pas pourquoi il faut attendre une année plus tard. Sinon, vous voyez qu'on parle de rapport 2018 ou 2016. C'est quand même, ça semble être lointain en termes d'appréciation. Oui, c'est-à-dire qu'en 2021, on a un rapport sur ce qui a été fait comme travail en 2019. Et le travail qui a été fait en 2019 a porté sur certains audits de 2014 à... Donc vous vous dites, déjà même vous savez, il y a des gens même qui ne sont plus de ce monde. Donc la difficulté même à s'expliquer, ça devient un peu compliqué. Et puis on connaît notre administration qui a mal à ses archives. Et puis, qui vole et puis attend qu'on vienne l'attraper. Quand la possibilité est faite de pouvoir masquer les choses, je pense qu'on s'y met. Et puis, très souvent, lorsqu'on parle de ce type de choses, la détournement ou de gestion qui soit un peu approximative, c'est des puristes du domaine. Autant vous avez fait des études pour le contrôle, autant lui sait comment on fait son travail. Donc après il sait aussi comment camoufler les choses. Maintenant bon, il y a des choses aussi qui ne sont pas camouflables par après, mais c'est vrai qu'il y a quand même de la gêne à ce qu'on se retrouve toujours après 2 ans même de 2 années de décalage. Et là encore, je dis des audits sur des périodes 2014, 2016, des audits qui ont été exécutés en 2019, dont le rapport tombe maintenant. Bon, c'est le temps joue vraiment sur les dossiers. Mais vous savez, quand vous allez les écouter, vous parlerez aussi de la question du financement.
Parce que les audits, ce genre de travail, ça se finance. Et puis, non seulement la question du financement, mais il y a l'accès même aux documents. Parce que, à la vérité, les gens font de la rétention, les gens font du blocage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'aime toujours prendre cet exemple-là, sur le comité qui avait été mis en place pour travailler en amont sur ce que devrait donner, en termes de perspective ou d'orientation, la volonté de la mise à plat de la rémunération dans la fonction publique. On a reçu cette commission qui avait été mise en place, qui répondait, je pense que c'était du chef du gouvernement, quelque chose comme ça, mais qui avait toutes les difficultés à avoir accès à un certain nombre d'éléments dans l'administration publique, au niveau des ministères. C'est-à-dire que même ils vont voir leur chef, qui est le ministre, je parle du Premier ministre, qui appelle, qui donne des instructions. Quand l'élément s'en va, c'est bloqué. C'est ça la réalité de notre administration. Maintenant, si c'est dans ce contexte-là que vous devez travailler, ça sera difficile d'avoir de la célérité. Et puis, il faut leur donner peut-être plus de... Il faut donner plus de pouvoir. Et puis, toutes les questions aussi de financement. Il faudrait qu'il y ait plus de moyens. Des moyens d'action, ce n'est pas seulement que les ressources financières. Il y a même la compétence. Parce qu'à plusieurs reprises, on a vu la SULC dire que nous ne sommes pas une juridiction, on n'a pas cette compétence de jugement des personnes incriminées. On ne fait que faire des observations, relever des recommandations. Est-ce que justement, il ne faut pas travailler véritablement, aller vers cela, pour leur donner véritablement les moyens dont vous faites mention tout à l'heure, pour qu'une personne incriminée ou soupçonnée soit tout de suite jugée par les institutions qui l'ont révélé, on va dire. Bon, le problème aussi, c'est que souvent, vous dites ça et puis vous êtes gêné. Normalement, quand vous avez fini de dénoncer, quand l'État regarde dans comment est-ce que les biens de tout le monde ont été gérés et qu'il y a des questions qui ont été soulevées, il y a un autre niveau qui devrait être pris en compte. Il y a un relais qui devrait qui devrait s'enclencher. Mais si on vous cite et puis ça s'arrête là, à quoi ça sert? Véritablement, à quoi ça sert? Si on vous cite 2 fois, 3 fois, et puis on vous nomme encore, à quoi ça sert? Avec promotion. Bon, à quoi ça sert? C'est vraiment une question essentielle. Et donc, si on renforce peut-être les prérogatives de ces institutions-là, comme elles le demandent, peut-être que ça pourra ajouter un plus. Mais bon, c'est dans la nature même des choses, c'est qu'il devrait y avoir une suite logique. Il devrait y avoir une suite logique. Même quand vous écoutez aussi le Rennes là, qu'à un moment donné, il disait aussi la même chose. Quand on regarde, on est toujours enfermé dans un carcan où il y a des actions qu'on veut entreprendre, mais qu'on ne peut pas. Tout le monde demande à ce que son action soit renforcée, ou bien son champ des possibles soit renforcé. Mais alors que dans la dynamique des choses, le relais devait se faire naturellement. C'est-à-dire que la prérogative que vous donnez à l'un, c'est celle que vous enlevez quelquefois à l'autre. Maintenant, ça veut dire que l'autre qui l'a ne l'exerce pas de façon pleine et entière. Sinon, s'il y a des éléments probants qui montrent que vous, monsieur, vous avez détourné ou bien vous vous êtes rendu coupable de mauvaise gestion, c'est des deniers publics. C'est puni par la loi. Quand on dit puni par la loi, ça veut dire quoi? Vous devez aller devant les tribunaux là vous expliquer. Ah oui. Normalement, ça c'est la logique. Donc, il devrait avoir une suite. Le fait qu'il n'ait pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas son boulot quelque part. Et quand c'est comme ça, vous savez, c'est pas forcément la technique de la tache d'huile, hein, mais tant qu'on n'a pas peur que lorsqu'on a attrapé, on risque de se voir taper sous les doigts. Si on se dit que même, lui la même l'ont cité, ça fait 4 fois, le directeur la même là, c'est son travail, ça fait 5 rapports, il est dedans. Mais d'où il vient la même là, c'était moins juste que ici. Quand on réfléchit comme ça, ça peut pas aller. Regardez par exemple dans ce qu'on lit dans le dernier rapport de la Cour des comptes, celui qui vient de sortir là. Moi j'ai un truc intéressant là, quand on dit, on parle de la LONAB, parce qu'il y a la LONAB qui... la CCBF également. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments qui sont ressortis concernant la LONAB, et on parle d'une subvention par exemple de 110 millions. Accordé à des femmes dans le cadre de Bagripol. Et on dit à écouter le premier président de la Cour des comptes, Jean-Émile Sonda, la LONAB a subventionné plus de 110 millions de francs CFA pour soutenir une association de femmes dans le cadre de Bagripol. Cependant,
cet argent s'est retrouvé sur un compte bancaire de Bagrépol et la dite association n'a jamais pu bénéficier de ce fonds jusqu'en 2018. Bon, quand ça là c'est dit comme ça, vous voulez que nous on dise quoi? C'est allé où? On dit jusqu'en 2018. Donc, entre temps là, eh bien, ça a été positionné, ça a généré quelque chose. Qu'est-ce qu'il en est? Si vous voulez prendre quelques bouts seulement, à un moment donné, vous avez des ulcères. Parce que vous voyez des grosses sommes sur lesquelles il y a beaucoup de choses qui sont dites en matière de gestion. Et puis vous vous dites, mais qu'est-ce qui sera donné comme suite à ces éléments? Je pense que c'est ça qui intéresse le Burkinabé. Nous, par exemple, en tant que journalistes, c'est le travail que nous sommes en train de faire aussi en rédaction. On entend lire dans ces rapports pour voir un peu les quelques institutions, les quelques directions qui ont été épinglées. Et puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut avoir des explications là-dessus avec les premiers concernés. Nous aussi, c'est notre travail en tant que journalistes. Vous avez été épinglé dans un rapport, qu'est-ce que vous en dites? Mais ça, c'est un travail à notre petit niveau. Mais ça permet aussi d'intéresser le citoyen lambda et de mettre des visages sur des noms concis dans des rapports très couramment. Quand ça est sous d'autres cieux, c'est un travail, pas qui s'allie en tant que tel, mais qui, moi aussi, permet de faire craindre qu'on ne puisse pas tout faire et penser qu'on est impuni, ou bien qu'on ne puisse vous identifier. C'est important. C'est important et que ça fasse bouger les lignes et que chacun fasse peut-être son travail. Et c'est des rapports dans lesquels il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup d'éléments, mais pour lesquels quelquefois le citoyen lambda ne voit pas des suites majeures. J'aimerais qu'on s'attarde sur quelques éléments partagés par ces différents rapports, d'une part par la Cour des comptes et d'autre part par la SLC. Pour ce qui est de la Cour des comptes, de façon générale, on parle d'un laisser-aller dans la gestion donc, des deniers publics, alors que tout devrait, en tout cas, concourir à montrer que, au fil des années, il y a quand même l'amélioration dans la gestion de la chose publique. Quelle est votre appréciation? Bon, quand vous avez, c'est une Cour de compte même qui dit ça, je pense que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce qu'on a les engagements, notamment du politique. Vous vous rappelez encore, le Premier ministre, quand il est arrivé d'Abiré, il a dit quoi? Il va faire la question de la gestion des deniers publics là, une priorité en termes d'assainissement et surtout même sur la question du train de vie de l'État, sur un certain nombre d'éléments. Parce qu'il trouvait qu'on dépensait trop et on pouvait faire des économies pour peu qu'on soit rigoureux sur un certain nombre d'éléments. Mais quand vous avez fini de dire ça, vous avez fait d'Abiré 1. Maintenant vous êtes dans d'Abiré 2 et qu'on vient de vous dire que la gestion n'est pas si saine que ça. C'est si vertueuse que ça. Et c'est pas si vertueuse que ça. Je pense que ça vous met aussi une petite pression. C'est-à-dire qu'il y a le discours politique qu'on écoute, mais il y a la réalité de ce que les institutions de contrôle donnent de la dynamique que vous avez impulsée. Donc, messieurs, depuis votre gouvernement jusqu'à maintenant, celui qui est en train de prendre, qui est en train de s'activer, il y a beaucoup à faire sur la question de l'assainissement de notre gestion. Je pense que ça aussi, c'est implacable. Ça ne vient pas de l'opposition. Ça ne vient pas d'une organisation de la société civile ou quoi que ce soit. Ça, c'est des institutions qui nous le disent et qui sont crédibles. Et que vous-même renforcez. Donc, c'est un regard sur le travail que vous faites. Et donc, c'est implacable, ce n'est pas dans le discours politique. Ça veut dire que là-dessus, il y a beaucoup à faire. D'accord. Il y a aussi le regard de la SLC, l'autorité de contrôle de la lutte contre la corruption, qui parle de la dette intérieure. La santé des entreprises, en 2019, on a près de 2 milliards que l'État doit aux entreprises burkinabées et qui n'est pas encore apuré. Il faut le faire au risque donc de voir ces entreprises tomber en faillite. Quelle est votre appréciation? Non, mais moi je crois que ça, c'est pas une première. C'est pas une première. La question de la dette intérieure, c'est pas la première fois que ça vient sur la table. À chaque fois, bon, il y a des vastes, comment dire ça, il y a des gens de campagne qui sont organisés pour les apurer. Mais après, on retombe encore dans les mêmes travers. Et puis ça s'accumule. Des procédures interminables. Voilà. Mais à la vérité, je crois aussi que on a une administration qui peut-être ne comprend pas ou bien qui n'accepte pas le rôle primordial qui est le sien relativement au secteur même privé que nous avons. Vous regardez, même dans le secteur des médias,
à un moment donné, les organisations qui regroupent notamment les intérêts des médias étaient obligées de taper du poing sur la table pour dire qu'on a des journaux, on a des médias, on a des radios, on a des télés, on a un certain nombre de qui risquent de mettre la clé sur le paillasson si vous ne réglez pas ce que vous nous devez. Ne nous mentons pas. Au Burkina, comme un peu ailleurs, l'État est le plus gros de la commande. C'est-à-dire que la plupart des entreprises qui se créent là, c'est espérer avoir un contrat avec l'État. C'est comme ça que vous pouvez régler vos factures, régler vos salaires. C'est parce que c'est lui qui commande le plus. C'est une vérité. Et c'est comme ça. On a un modèle économique sur lequel on travaille peut-être petit à petit pour que ça change, pour qu'on ait de la commande entre privé et privé qui puisse aussi faire le contrepoids. Mais il y a d'abord l'État qui est très présent parce que dans nos pays, c'est comme ça. L'État fait tout et c'est l'État qui s'occupe presque de tout. Donc c'est lui qui commande. Et puis en plus, c'est lui qui nous impose aussi le plus. Donc il devrait y avoir une juste circulation de l'argent là pour que chacun puisse payer ce qu'il doit payer. Mais si vous finissez d'encaisser, vous êtes assis dessus, les procédures sont tellement longues que celui-même qui a fini d'exécuter le marché, ou même qui est en train d'exécuter le marché, est obligé à un moment donné de caler. Il dit, si moi on ne me donne pas là, moi j'attends. Et pendant ce temps, le travail qui n'est pas terminé, vous savez ce qu'on appelle l'amortissement dégressif. Oui. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas terminé, lorsque vous l'arrêtez, jusqu'à ce que vous le repreniez, ça n'a pas la même valeur. Exactement. Il y a des corrections quelquefois que vous devez faire. Et c'est des fois dans ça qu'on est. Même sur la question de construction de routes et tout, il y a beaucoup qui vous diront la même chose. La construction des bâtiments, des infrastructures, il y a beaucoup qui vous diront la même chose. L'exécution de certains marchés, il y a beaucoup qui vous diront la même chose. Je sais que ceux qui sont en train de nous écouter aussi, plein de petits commerçants sont en train de dire « Oh, aujourd'hui, ils sont en train de parler de notre affaire. » Parce que tous, ils ont des factures en souffrance. Avec les institutions. Et quelquefois, vous demandez même si ce n'est pas un genre de crime économique organisé. Ou tant que vous n'avez pas donné un peu là, vous n'allez pas voir votre facture à sortir, vous n'allez pas voir votre paiement. Mais c'est lié aux individus ou bien au système même de fonctionnement de l'État dans sa procédure de commande avec les privés? Je crois que si à chaque fois l'État dit être dans une dynamique d'allègement de procédures, c'est parce que l'administration a conscience que avec elle, c'est vraiment difficile. Il y a quand même beaucoup de petites barrières, ça traîne. Et ça, c'est vraiment difficile. S'ils en ont conscience, c'est qu'il faut s'y mettre. Parce que ça n'arrange pas un secteur privé que vous voulez voir vous épauler. Parce qu'à la fin, c'est quoi? Vous ponctionnez encore sur ces mêmes entreprises-là, avec les impôts, avec ceci, avec cela. Vous ponctionnez sur eux. Donc si vous ne leur permettez pas de vivre, comment ils vont payer les impôts et tout pour que vous-même vous puissiez être à l'aise? C'est pour ça aussi qu'on a un taux de mortalité de nos entreprises qui est très élevé. Les entreprises se créent comme un petit matin. On est tous contents de dire qu'aujourd'hui, les procédures pour créer une entreprise au Burkina Faso, on a vraiment allégé. Donc, on fait, comment dire cela, la promotion de l'entrepreneuriat. Quand vous finissez, pensez à ce que vous pouvez faire de vos mains. Pensez à ce que vous puissiez être vous-même votre employeur. Et demain, peut-être que vous pourrez employer X ou Y. Mais oui, ça, c'est des beaux discours. Mais si le gars il s'arrange jusqu'à un petit marché, c'est le petit marché là qu'il a avec l'État, c'est ça qui va le tuer. En ce moment, vous avez aidé à quoi? Donc il faut revoir les procédures. Et puis les délais pour pouvoir, les délais de règlement sont et puis même il y a cela, mais il y a même dans la machine même. Vous savez quand vous n'élaguez pas tout, vous permettez à certaines personnes de tirer le meilleur parti des petites incohérences que vous avez ou bien des petits retards naturels que vous avez du fait de votre processus qui est un peu compliqué. Et le gars, il est assis dessus. Il dit, ah, mon frère, oui, je sais que ton dossier est ici, mais toi-même, tu vois où. Mais en fait, il ne te dit pas, mais tu comprends. Non, mais... Non, de toute façon, tout le monde sait. Il ne te dit pas, mais tu comprends. C'est-à-dire qu'il y a les procédures, mais il y a aussi les hommes. Tu ne donnes pas, tu n'as pas. Et à un moment donné, tu es là tu vas donner à ton corps défendant. Ça va sortir dans le rapport de Renlac. Ou de la Cour des comptes. Mais tu te diras, bon, il faut choisir entre, ok, je joue les durs, et puis après je mets la clé sur les paillassons, ou bien, bon, à un moment donné, je rentre dans les rangs comme tout le monde, et puis je vais continuer. Justement, on parle de toutes ces difficultés, de toutes ces choses justement qui font de l'État qui n'est pas un bon payeur, un bon client et tout. Mais rarement on entend
le privé cracher justement sur une commande de l'État, est-ce qu'il reste véritablement le plus crédible, on va dire, en termes de commande? Je suis désolé, est-ce qu'on a le choix? Dites-moi, je prends un cas simple, même les médias que nous sommes, qui sont le modèle économique que nous maîtrisons un peu le mieux pour être de l'intérieur. Le clé de la commande, c'est la communication des différents ministères. C'est cela. Avec les événements qu'ils ont, avec les couvertures médiatiques qui sont demandées, c'est avec ça que vous fonctionnez. Ou bien les quelques projets pour lesquels le volet communication, en termes d'auxiliaire de communication, revient quelquefois à certaines productions. Et puis en matière de diffusion en nos médias, c'est comme ça que vous parvenez à avoir un certain nombre avoir de la trésorerie et avoir de quoi payer vos travailleurs. C'est l'État qui construit nos routes. La plupart du temps, c'est l'État qui construit ceci, c'est l'État qui construit cela, c'est l'État qui fait ceci, c'est l'État qui fait cela. Nous, on n'est pas dans le système où l'État, c'est un noyau dur qui s'occupe de comment est-ce que la grosse machine fonctionne et qu'à l'intérieur, vous avez des privés qui s'occupent du reste. C'est pas comme ça. Chez nous, c'est l'État qui engage tout. Et donc, si vous êtes aujourd'hui une entreprise de construction, vous êtes dans le BTP, vous voulez aller à une certaine dimension, ce que vous attendez, c'est un gros marché de l'État, avec une vaste cité qui fait des milliards. Comme ça, votre dimension change. Sinon, si vous attendez, je ne sais pas c'est quel privé qui va vous commander 40 000 logements. Je ne sais pas, je ne sais pas qui va vous commander 40 000 logements. Ce n'est pas possible. Ou bien qui va vous commander l'axe, je ne sais pas moi, pour 110 km à construire. Ça sera l'État. Donc, dans chacune des activités que nous faisons, c'est l'État qui reste central. C'est lui qui est l'antenne de captation de sous avec ses partenaires techniques et financiers qui vient réaliser des vastes projets sur lesquels un privé aussi attend d'exister et de faire parler son expertise et puis faire vivre aussi son entreprise. Maintenant, quand vous finissez tout cela, et puis à un moment donné, quand arrive la question du paiement, on est en train de traîner les pas, c'est une dette intérieure qui tue l'économie elle-même parce qu'elle ne permet pas à ceux que vous avez comme offre en interne de pouvoir continuer d'exister. Et ça, c'est pas bon. Et je pense que le rappel, il est des plus opportuns. On va profiter de corriger une information que nous avons partagée parce que la dette intérieure, selon le ministère de l'économie et des finances, s'établit en 2019 à 1874 milliards 500 millions de francs CFA au 31 décembre 2019. Voilà. Il y a aussi autre recommandation puisque la FCLC aussi a recommandé à l'État de revoir aussi sa politique de construction des cités administratives en lieu et place donc des baux qui ne garantissent pas forcément, selon lui, en tout cas, des bonnes conditions de travail. C'est aussi une préoccupation majeure qui est relevée ici. Oui, bon, c'est vrai que c'est une préoccupation majeure. Maintenant, bon, je ne sais pas par quel bout là, elle s'est appris les choses pour en arriver à ces conclusions. Des immeubles. Oui, nous voyons, je comprends de quoi il s'agit. Mais tout le monde aspire à la fin à une question de logement. Maintenant, je pense que l'offre, avec tout ce que l'État a permis en termes d'alternatives, vous verrez même que pour la bourse même du citoyen moyen, vous et moi, les Burkinabés ne sont pas si nombreux à pouvoir y avoir accès. Et la question de logement, c'est vraiment difficile. Même si vous prenez les efforts qui ont été faits. J'en parlais ici à mon JDS avec Traoré du MS Pédrol, Mouvement Solidarité pour le logement. Même les commissions, les travaux qui sont faits en termes d'alternatives sur ce chapitre-là, vous verrez que bon, l'accès, c'est pas facile pour les citoyens lambda. Et les formules doivent être sûrement repensées. Maintenant, je crois aussi qu'il y a un État qui, à un moment donné, doit accepter peut-être de casquer pour loger. Parce que pour permettre des acquisitions. Sinon, je ne pense pas. Quand vous regardez le prix d'une parcelle, la construction, si vous voulez, même pas être dans la rentabilité, et puis donner des fourchettes pour l'acquisition, même si ce soit location, acquisition ou quoi que ce soit, vous verrez que la fourchette qui sera demandée mensuellement, les Burkinabés qui ont des salaires qui les atteignent, ça sera vraiment difficile. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut accepter de faire de la subvention. Maintenant, est-ce que notre État peut?
C'est ça, en fait, la grande question. Même quand vous prenez nos 40 000 logements, là, quand vous avez tous vu, F quoi, F ceci, F cela, vous asseyez, oh, je veux ça la mer, oh, vous attrapez la tête. Parce qu'à la fin, ce que ça va vous donner demander comme comment dire cela, contribution mensuelle, c'est de la quinine. Pour vous-même qui êtes peut-être dans votre sphère un peu envie, on dit ah lui au moins il est, mais même pour vous c'est de la quinine. Donc il y a quelque chose à repenser. Il y a vraiment un gros travail à faire. Et puis vous êtes en train de parler d'autre chose qui n'est pas véritablement l'intérêt que je Ah d'accord. Parce qu'on parle ici des cités administratives que l'État doit construire. Il y a quand même quelques initiatives, quelques cités qui sont construites pour loger certaines institutions de l'État. Évidemment, j'étais encore sur d'autres points du rapport. Voilà, j'ai ça devant moi. Non, mais ça aussi, je pense qu'à un moment donné, il y avait beaucoup d'éléments qui avaient été ressortis par rapport à cela. Parce que à quoi revient la façon de loger nos administrations? On a vu beaucoup de polémiques sur tel bâtiment est loué à temps. Oui. Et en fait, quand vous regardez, est-ce que si l'État ne s'était pas octroyé les possibilités de se loger, ça ne coûterait pas moins cher? C'est un débat qui est perpétuel. Exactement. Et pour beaucoup, c'était en interne qui s'arrange pour faire louer ce qu'ils ont. Ça ne quitte pas la tête des Burkinabés. Oui. Et donc, ça devient plus onéreux, dispendieux. Mais c'est à qui connaît qui loue quoi à qui peut faire la bonne proposition. Est-ce que la SELC a tout regardé et a vu un certain nombre d'éléments qui posent problème? Mais c'est revenu plusieurs fois et même certains de nos confrères s'en sont fait l'écho après avoir fait des recherches et tout, et c'est revenu sur la place publique. Ça devient un débat. Vous vous rappelez, je pense que c'était le ministère de Simon. Il y avait un débat là-dessus. Donc c'est des choses qui reviennent. Il y a plusieurs administrations qui sont concernées justement, où on a le prix de location en une année ou en 5 années qui dépasse même le prix de construction de l'immeuble en question. Oui, je rappelle. Comme c'est des camarades. Je rappelle le cas du ministère de Simon. Ça avait été évoqué aussi, Simon Compaoré, la question d'une location pour des bureaux. Ça avait été évoqué. C'est pas la première fois, mais si vous regardez des bâtiments qui en 5 années vous reviennent en location, peut-être même plus cher que si on avait construit notre propre bâtiment, ça se posait beaucoup de questions. C'est pas loin du fameux leasing avec quelques véhicules et tout. Vous, location, vente, acquisition, vous retrouvez à payer des milliards sur des petites périodes, alors que l'acquisition même de ces véhicules, ou bien l'acquisition de ces éléments-là, sur le long terme, en termes d'investissement, n'est pas intéressant. Ça pose toujours beaucoup de questions. Et après, ce qu'on voit derrière, c'est les intérêts de qui gagne dedans, à qui profite cela. Et ça devient un peu difficile. Je pense que on met le doigt sur un problème qui est ressorti plusieurs fois. Maintenant, quelles sont les propositions qu'on fait, c'est bien la question. D'accord. En tout cas, merci d'avoir donné votre lecture de ce regard des institutions de contrôle sur la gouvernance au Burkina Faso. Du reste, la rédaction dont vous avez la charge. On est en train de travailler sur ce rapport-là. Évidemment. Sur les deux rapports. Parlons à présent d'autres choses. Vous savez bien que nous nous intéressons souvent aussi à l'animation de la vie sociopolitique des pays à côté donc du Burkina Faso, dont la Côte d'Ivoire. Et on a vu en tout cas les obsèques du président ghanéen Jerry Rawlings qui est décédé le 12 novembre 2021, qui a été inhumé le mercredi 27 janvier à Accra. Et donc à ces obsèques, là, une délégation ivoirienne composée d'officiels a pris part, et la Côte d'Ivoire a été représentée par Afé Guessan, donc l'opposant, et également Adama Toungara, qui ont été dépêchés, dit-on, par le président Ouattara pour, en tout cas, le représenter à ces obsèques-là. C'est la présence de M. Afé Guessan, qui fait polémique, apprécié par les Ivoiriens et également à travers les réseaux sociaux. Quel est le regard qu'on peut y porter? Celui qui était porté disparu entre-temps, qui est réapparu plus tard avec un visage d'un homme qui aurait été torturé, dit-on, et qui finalement représente le chef de l'État dans un événement, quoique triste et on va dire en termes de diplomatie. Quelle est votre appréciation, Geoffroy Var? Oh bon, je crois aussi que les questions que les uns et les autres se posent, c'est
ça paraît quand même aussi logique. Parce que vous vous rappelez comment l'homme était recherché ardemment pour les appels lancés avec leur fameux CNT qui avait comme figure de proue et Afin Guessan et Henri Konan Bédié. Et puis, après, l'homme porté disparu, puis bon, on a compris qu'il avait été arrêté. On n'a jamais su là où il était. D'autres disaient à la DST et tout. Mais après, il en est sorti. On a vu les vidéos de sa sortie avec un visage des plus marqué. Au moins par, peut-être pas forcément de la torture, mais en tout cas, vous savez, la torture n'est pas forcément que physique. Mais on savait que c'était un visage forcément marqué. Qui avait été... Il portait les stigmates de la prison. De la prison, voilà. Et puis bon, comme disaient certains, bon, on a aussi une génération qui noircit souvent les cheveux. Hein, donc quand ils n'ont pas, ils n'ont pas les noircisseurs, comme on dit. Voilà, ils sont tout blanchis. Mais bon, c'était une petite boutade. Mais vous savez, de cet épisode-là, il y a seulement quelques semaines, à maintenant représenter le président ivoirien à des obsèques, bon, les gens se disent... c'est allé vite quand même. C'est allé vite quand même. Et puis, c'est des personnes qui s'opposent dans un contexte. Hein. Il y a la présidentielle dont le débat pour moi peut-être est passé et peut-être aussi pour l'opposition ivoirienne. Mais il y a aujourd'hui la question des législatives. C'est la bagarre aujourd'hui. Il y a l'opposition qui tente de faire un front. Je pense qu'il y a celui qui a été trouvé avec le FPI version pro-Gbagbo et Bédié pour des listes communes pour ce qui est de candidature dans plusieurs régions. Le rapprochement n'a pas été le même avec la tendance Afin Guessan. Et Afin Guessan qui tente aussi avec certains autres partis de proposer des listes. Je pense qu'il a dit qu'il ne sera pas présent un peu partout parce que les moyens lui permettaient seulement que de présenter un certain nombre de candidatures. Mais est-ce qu'il n'y a pas un genre de rapprochement qui s'est fait entre-temps? C'est au moins ce que c'est au moins ce que l'actualité d'aujourd'hui suggère en termes de réflexion, parce qu'on ne va pas représenter un président. Je ne sais pas trop quel est le lien que Afi avait vraiment avec Rawlings au point que peut-être il soit désigné par Alassane Ouattara pour le représenter. En tant qu'ancien Premier ministre, sûrement ils ont dû se côtoyer, comme on dit. Oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas au sein de l'exécutif actuel proche de Alassane Ouattara des éléments aussi qui ont... parce que Alassane, ça fait combien d'années il est là maintenant? Ça fait plus de 10 ans. Oui. Il devait avoir d'autres proches qui, si c'est une question de rapport, soit vraiment cross avec... il a été avec Rawlings. En tout cas, ça suscite beaucoup de questions. Pour aller représenter le chef de l'État, ça veut dire que vous discutez beaucoup. En tout cas, vous discutez sur un certain nombre d'éléments. Vous avez des petits accords, vous échangez. C'est pas l'animosité qu'on... Parce que en fait, pour beaucoup d'Ivoiriens qui sont surpris, c'est que pour eux, il y avait un genre d'animosité entre Afin Guessan et le président Alassane Ouattara. Se rappelant de ce qui s'est passé récemment, se rappelant des propos dus à l'endroit de Alassane, portés par Afin Guessan, des menaces et tout. Se disait, c'est des gens qui se regardaient en chaîne faïence. Donc, de là à aller représenter l'autre, ils se sont dit, bon, on dirait qu'on avait tout faux. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est la grande question qu'ils sont en train de se poser. Alors que c'est des gens qui vont, je dis encore, et qui sont en bagarre politique, je dis politique, sur le terrain législatif actuellement. Si on peut se parler pour que vous puissiez me représenter au Ghana à des obsèques, est-ce qu'on ne peut pas se parler pour autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions de l'ordre du calcul politique sur lesquelles nous sommes et sur lesquelles nous entendons? C'est ce qui revient peut-être dans la tête de beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui. Selon le communiqué donc, du FPI, le président Afin Guessan s'est rendu à Accra à la demande donc, du président Ouattara. Et ce qui nous invite à une question, est-ce que véritablement cette question de réconciliation était véritablement en action et que la volonté affichée donc, du président Ouattara n'est pas que de la cosmétique, il a cette volonté véritablement de se réconcilier avec la classe politique ivoirienne?
C'est clair que c'est déjà un bon pas. Et puis bon, quand vous mettez un ministère plein que vous confiez à Kakabe, ça veut dire que la question de la réconciliation, vous la portez à cœur. Maintenant, bon, quand on regarde pendant 10 ans aussi, vous n'y avez pas forcément œuvré. Et aujourd'hui, peut-être que c'est un acte fort qui est donné, mais pour beaucoup aussi, il faut rester vigilant. Parce que quand vous prenez le cas Afin N'Guessan, il y a beaucoup qui ont toujours dit que c'est celui qui a été choisi par Alassane pour casser le FPI. Parce que n'oubliez pas que le FPI, il est hérité de façon légale. C'est une décision de justice qui a fait de Afin N'Guessan le président du FPI. Maintenant, ceux qui étaient ses pourfendeurs ont fait de la résistance, sont restés gore, comme on dit, Gbagbo ou rien, donc très proche de cette tendance-là, mais en gardant un genre de peut-être légitimité, mais sans vraiment faute légalité. Et celui qui était le visage du FPI, qui venait à chaque fois perdre des élections officiellement au nom du FPI, ça a été toujours Afin N'Guessan. Et pour certains, il a joué le rôle du validateur à un moment donné, celui qui a été celui de Kakabe récemment. Donc pour beaucoup d'observateurs, Afin N'Guessan, c'est un pion d'Alassane Ouattara. Et quand ils voient ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, ils se disent « Ah, on avait raison ». Ça, c'est un regard qu'on pourrait avoir. Mais peut-être aussi que c'est le dépassement que se permettent aujourd'hui ces acteurs politiques-là pour se dire, après tout, il y a une Côte d'Ivoire à réconcilier, commençons à donner l'exemple. Ça peut être aussi, pour moi, ce message-là qu'ils ont voulu donner. Mais vous savez, il y a des clivages tellement profonds aujourd'hui en Côte d'Ivoire que chaque acte est vu à travers plusieurs prismes. Et là-dessus, chacun a sa boule. En Côte d'Ivoire, chacun a sa boule à travers laquelle il le regarde, et on a l'impression que chacun aussi est dans sa bulle. On espère que ils vont en sortir et puis commencer à comprendre que même au-delà de la politique, il y a une vie de tous les jours. On peut être opposé dans les idées, mais cela n'empêche que vous ayez un dénominateur commun, c'est celui de faire avancer ensemble votre pays. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre proposition politique qui n'a pas l'assentiment du plus grand nombre, mais demain, peut-être que ça se comprendra. Ce n'est pas pour autant que l'opposition politique deviendra une opposition dans l'absolu. Peut-être c'est ce message aussi que Alassane Ouattara et Afin N'Guessan sont en train de donner, mais les plus durs, qui sont de la branche fondamentaliste que vous connaissez, pour eux, ça n'est rien d'autre que l'aveu qu'il y a longtemps que ce monsieur était le pion de Alassane. Il y a bien d'observateurs en tout cas qui se posent la question à savoir si l'attitude du président Ouattara c'est bien une question de réconciliation ou bien c'est une volonté affichée de casser la dynamique donc de l'opposition ivoirienne, parce qu'on a vu quelques pro-Soro qui se sont rangés, qui ont été récupérés. On a vu aujourd'hui M. Afin N'Guessan qui semble en tout cas ne pas être en défaillance avec M. Ouattara. Donc tout porte à croire qu'on récupère peu à peu certains pions donc, de l'opposition pour casser la dynamique et parvenir à ses fins. Mais ça, c'est un jeu politique naturel. Pour peu que vous prêtiez le flanc, le camp d'en face ne va pas se faire l'économie de vous récupérer. Ils vont s'y adonner à cœur joie et puis après vous avoir utilisé, ils feront de vous ce qu'ils peuvent. Ça, c'est un jeu politique qui est naturel. Même si c'était le camp Afi qui était au pouvoir, il le ferait. Si c'était le camp Gbagbo, il le ferait. C'est une réalité politique et c'est comme ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a le message derrière les actes qu'on pose. Vous êtes à un moment donné où vous, du point de vue officiel et sur la scène politique, vous êtes en mésentente profonde. Et vous avez quitté peut-être le débat de la présidentielle, c'est celui maintenant des législatives. Et vous êtes à chacun à présenter des listes. Vous allez compétir, vous allez faire les hameaux de la Côte d'Ivoire et à dénoncer les politiques de l'autre camp. Maintenant, quand vous représentez le président, il y en a qui se disent, bon, est-ce que ça ne fait pas confusion? Est-ce que ça ne fait pas confusion? Mais il faut savoir aussi, par moment, accepter de s'élever. Et puis, peut-être que c'est ce que les deux hommes ont réussi. C'est vraiment revenu là-dessus. En tout cas, le débat continue de l'autre côté d'Abidjan. On a vu l'homme très à l'aise dans l'avion présidentiel donc, de Ouattara. Et il paraissait confortable. Hein? Confortablement assis, oui. Merci d'avoir donné votre lecture, Geoffroy Var, juge aussi du tribunal de l'actualité. Merci à l'équipe de réalisation, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va vous retrouver lundi pour d'autres sujets d'actualité à cette émission, le tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.